En France, parler politique pendant un dîner avec ses potes ou sa famille, c'est un sport national. Mais aux États-Unis, si tu oses aborder le sujet, mais tu peux déclencher une guerre civile. Faut que je vous raconte le jour où j'ai détruit une amitié en moins de 2 minutes. Pour vous mettre dans le contexte, on est juste après les élections présidentielles. Trump vient d'être réélu et j'ai un pote américain qui décide de faire un gros dîner pour Thanksgiving. Donc au début, l'ambiance elle est incroyable, tout le monde mange de la dinde, des patates douces, c'est ultra chaleureux. Mais il y a un petit détail, c'est que dans ce groupe, il y a à la fois des républicains et des démocrates. Et c'est là que je débarque, tel un bon français naïf qui pense que tout le monde aime débattre autour d'un bon plat. Je lâche cette question. Alors, vous en pensez quoi des résultats présidentiels? D'un coup, la tension qui monte, le silence total, même la musique elle s'est arrêtée, et tous les regards sur moi en mode « Mais Thibaut, qu'est-ce que tu viens de faire là ?» J'ai même pas le temps de réagir, il y a un mec qui clash Trump, il y en a un autre qui réagit en mode « Fake news !» Généralement, c'est le moment parfait pour faire semblant de partir aux toilettes, mais j'en ai même pas eu besoin. Mon pote qui a organisé la soirée, il s'est levé et il a dit à tout le monde de se barrer de chez lui. Bref, la leçon, je l'ai bien retenue. Aux États-Unis, tu peux dire combien tu gagnes, combien d'armes t'as chez toi, mais alors surtout pas pour qui tu votes. Le plus gros choc quand tu pars étudier aux États-Unis, c'est pas de voir tous les étudiants débarquer en cours en pyjama. Non, c'est leur système de notation qui n'a absolument aucun sens quand t'es français. Je vous raconte mon expérience. Déjà, avant de partir, je m'étais préparé mentalement. J'avais regardé toute la saga High School Musical. J'arrive sur le campus et là, premier choc. Le truc est plus grand que ma ville natale et je suis né à Nice. Dites-vous que tu dois prendre des bus pour aller d'une classe à une autre. Et les infrastructures pour le sport, on en parle? Non, parce qu'une salle de gym avec 4 étages, mur d'escalade, spa, ring de boxe et un simulateur de surf, ça n'en finissait plus. Les stades pour les matchs universitaires, il y en a, ils ont la capacité d'accueillir plus de 100 000 personnes. Je veux dire, le stade Vélodrome à côté, c'est une petite crotte. Mais alors, le vrai traumatisme, ça a été le système de notation, les gars. Premier contrôle, j'y vais au talent. J'arrive à gratter un 55 sur 100. Je saute au plafond. Je me dis, ça fait 11 sur 20 sans réviser. C'est mieux que tout ce que j'ai eu pour mes partiels en France. Sauf que les Américains, ils ont pas cette logique. Si t'as moins de 60 points sur l'année, tu redoubles. Et alors, heureusement pour moi, tous les autres examens, c'était en open book. C'est-à-dire que t'as le droit à tes anti-sèches, tes cours, ton ordi. J'avais même Jean-Pierre Foucault au téléphone. Et donc, j'ai fini l'année avec 92 sur 100 de moyenne générale, c'était un record pour moi. Tout le monde parle des road trips en Californie, dans les parcs nationaux, que c'est incroyable. Mais pourquoi personne n'a jamais parlé d'un road trip dans le fucking Tennessee? Non, parce que là, je viens de préparer mon itinéraire où je pars la semaine prochaine. Je suis déjà en train de péter un câble. Je commence mon voyage en partant de Memphis, donc la ville du King Elvis. Mais est-ce que vous savez que là-bas, vous avez la 3e plus grande pyramide au monde? Une pyramide à Memphis. Elle est plus grande que certaines pyramides d'Égypte. Ça n'a aucun sens. Ce qui est encore plus délirant, c'est que je vais dormir dans cette pyramide. Et c'est que le début, parce qu'après ça, je vais à Pigeon Forge. Alors j'ai vu quelques images, je vous jure, au début, j'ai cru que c'était de l'IA, tellement que ça paraît improbable. On dirait un mélange de Vegas, de Disneyland dans les années 80. Ça a l'air délirant. Et puis forcément, je terminerai ma route à Nashville, le royaume de la country. L'ambiance là-bas, elle a l'air d'être juste folle. J'ai trop hâte. Je pense que c'est peut-être le stop qui me hype le plus dans ce road trip. Je pense que le road trip du Texas, c'était juste l'échauffement. Là, ça va vraiment être un road trip de l'enfer. Donc bref, abonne-toi si tu veux pas louper ça. Les gars, ce matin, j'ai eu la mauvaise idée de demander à mon collègue de travail américain ce qu'il allait faire pendant les vacances d'août. Et sa réponse, ça va vous choquer. Pour vous mettre dans le contexte, le mec, ça fait 4 ans il est dans la boîte. Moi, ça fait que 10 mois. Ce matin, j'arrive tout excité au bureau parce que je venais de prendre justement mes billets d'avion pour retourner en France au mois d'août. Et du coup, je lui demande, lui, ce qu'il a prévu. Le mec, normal, ah bah non, rien. J'ai déjà pris 3 jours de vacances à Noël. Là, je sais plus quoi poser. Hein. Pardon? Comment ça, tu sais pas quoi poser? T'as un mois d'août, là? Non, bah tu sais, Thibaut, moi, en 4 ans, j'ai pris que 2 semaines de vacances. Hein. Moi, je lui dis, mais attends, c'est pas tous les 4 ans que tu prends 2 semaines, c'est tous les 4 mois que tu prends 2 semaines. Le gars m'explique tout simplement que lui, il a 10 jours de vacances par an, les gars. 10 jours. Et en fait, même après avoir posé 5 jours, il sait jamais quoi faire de ces jours restants. Il sait pas où les poser. Vraiment, il se foutait de ma gueule. Et je lui dis, bah attends, par exemple, là, jeudi, on a un jour férié, c'est le 4 juillet, la fête nationale. Je dis, t'as posé le vendredi au moins? Il me dit, ah non, j'avais pas pensé. Ah ouais, mais tu connais le pont, The Bridge? C'est quoi ça? Ils connaissent pas le bridge, ils connaissent pas le pont aux États-Unis. Je me suis dit, ok, ce mec il est fou, c'est l'exception. Les autres Américains ils ont plus de jours de vacances, mais en fait pas du tout. En moyenne aux États-Unis, le nombre de vacances payées par an, c'est 10 jours. Le pire, c'est que plus de 50% de ces gens qui ont 10 jours de vacances par an, les gars, c'est rien. Ils n'arrivent pas à poser la moitié de leurs jours par manque d'idées.
par manque d'idées de vacances. Mais voilà, c'est officiel. Aux yeux des Américains, les Français, mais on passe pour des branleurs. Waouh. Ça, c'est le magasin préféré des Français quand ils découvrent qu'ils peuvent pas vivre plus de 3 jours avec leurs économies aux États-Unis. Tu viens avec 5 $ dans ce magasin, t'as l'impression d'être millionnaire. Le concept du magasin, c'est que tu retrouves plein de produits à 1 $, mais on voit que l'inflation, elle est passée par ici. C'est quoi ce bordel? Le même dentifrice, il est à 7 $ en pharmacie. Mais comment ils font leur marge ici? Quand tu regardes certains produits, ça a l'air vraiment d'être de la qualité. Regardez, vous pouvez trouver des AirPods en collaboration avec Doritos pour même pas 1 $, c'est incroyable. Billet de 5 $ avec George Washington, c'est mon billet préféré. Et regardez, je viens de capter que sur le billet, il y a écrit In God We Trust. En gros, même le dollar, il est croyant. Pour faire une Saint-Valentin à petit prix, ça c'est parfait. Les fleurs, elles sont magnifiques et en plus, elles durent dans le temps. Personnellement, j'adore ce magasin parce que dès qu'il y a un anniversaire et que je suis en galère de cadeaux, hop, j'arrive, je prends une bougie à 1 $ et le mec, il est content. Mais en fait, si tu fais tes courses ici, tu peux te nourrir pour moins de 100 $ par mois. C'est incroyable. Bon, par contre, là, j'avoue, c'est bizarre. Le produit le plus cher du magasin, ça reste la nourriture pour chien. Seul problème avec ce type de magasin, c'est que tu repars toujours en dépensant plus parce que tu achètes des trucs dont tu n'avais pas besoin. Après, le son, il est bon. Ça fait plus d'1 an que je suis aux États-Unis et il y a un truc que je comprends toujours pas avec les Américains, c'est pourquoi ils me disent qu'il faut surtout pas boire l'eau du robinet quand t'es chez toi parce qu'elle est pas bonne, elle est pas potable, elle est dégueulasse. Et par contre, quand on va au restaurant, c'est les mêmes qui vont jamais vouloir commander une bouteille d'eau, ils vont toujours prendre le grand verre d'eau avec des glaçons. Je me demande s'ils pensent que les glaçons, genre ça la rend meilleure. Non, ça la rend juste plus froide. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé ici la première fois et que j'avais invité un collègue et que je lui avais servi un verre d'eau qui venait du robinet, mais le mec il avait pété un câble, il m'a dit mais t'es fou, tu peux pas boire ça. Je sais pas vous, mais en France, je buvais tout le temps l'eau du robinet et j'ai jamais eu de problème. Alors qu'aux États-Unis, je pense qu'il y en aura plein qui pourront confirmer dans les commentaires, mais l'eau, elle a un goût de piscine, elle est ultra chlorée, c'est un truc de fou. T'as les Américains qui sont prêts à payer, je sais pas, 10 fois plus cher pour avoir une eau purifiée, mais dans un galon en plastique, juste parce qu'ils n'ont pas confiance avec l'eau qu'on leur donne dans leur robinet. Cette habitude de prendre un verre, de le mettre dans l'évier et de le remplir avec de l'eau du robinet, bah c'est complètement à bannir aux États-Unis. Surtout, n'essayez jamais de mentir à l'immigration américaine quand vous arrivez à l'aéroport. Ça peut très mal finir pour vous. Je vous raconte l'histoire, c'est lunaire. Pour vous mettre un peu de contexte, c'était un ancien pote à moi. Il était déjà venu aux États-Unis avec un visa étudiant, donc tranquille. Il avait fait ses études pendant des années. Et pendant ce temps-là, il avait rencontré une fille qui était américaine. Tout se passe très bien, mais il y a un moment donné où il doit revenir en France pour faire renouveler son visa et revenir aux États-Unis, terminer son doctorat. Donc il va à l'ambassade, il valide son visa, il prend un billet d'avion et il retourne aux États-Unis. Et malheureusement, c'est quand il atterrit aux États-Unis et qu'il arrive devant l'agent d'immigration que tout dérape. Donc l'agent, il commence à lui poser les questions classiques. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Combien d'argent t'as sur toi? Tu vas loger où? Et là, le problème, c'est que mon pote, il commence à bugger. En fait, à la question « Tu vas loger où ?» il lui a répondu « Je vais être en colocation avec ma copine, mais je vous avoue, je connais pas l'adresse parce que c'est elle qui a tout géré. » Et donc là, l'agent, il se dit « Attends, mais comment ça se fait que tu as une copine qui est déjà aux États-Unis? Elle est américaine ?» C'est là où il fait l'erreur qu'il va sûrement regretter toute sa vie, mais il répond non, elle est pas américaine. L'agent d'immigration, il trouve ça vraiment bizarre et il l'emmène dans une salle à part pour pouvoir fouiller son téléphone. Parce que oui, les agents d'immigration, ils ont le droit de fouiller ton téléphone sans avoir un mandat ou quoi que ce soit. Et là, le mec, il sait qu'il est foutu parce qu'il n'y a plus d'options. Soit il refuse de lui donner son téléphone, mais là, ils vont juste te renvoyer en France. Ou alors, il donne son téléphone, c'est ce qu'il a fait. Et malheureusement, en regardant dans les messages, ils ont vu qu'il avait une copine américaine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Même s'il était tout en règle avec son visa, qui venait là principalement pour étudier, il lui refuse l'entrée sur le territoire, renvoie en France, et puis impossibilité de refaire un visa. Il a beau les supplier pendant des heures, il voulait rien entendre, c'était la fin de son rêve, la fin de sa relation, enfin bref, un carnage total. Et c'est pour ça les gars que si vous aimez pas parler d'argent et que vous avez un tabou avec ça, surtout venez pas aux États-Unis, sinon vous allez faire un malaise tellement les Américains, ils adorent ça. Je vous parle d'expérience personnelle parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai emménagé à Miami, il n'y a pas une seule discussion qui tourne pas autour de l'argent au bout de 30-40 secondes. C'est un truc de malade. Je me rappelle en France, quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, généralement tu te disais salut, comment tu t'appelles, est-ce que tu vas bien, t'as pas un petit feu? Ici, à Miami, c'est salut, combien tu gagnes? Mais ça s'arrête là. Les gens n'ont pas le temps, je vous jure, mais ils s'en cachent même pas. C'est-à-dire, c'est vraiment, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que t'es riche ou est-ce que tu pues la merde. Et dans leur tête, c'est ça, j'ai l'impression. J'ai aucun problème avec le fait de parler d'argent. Mais quand t'es en soirée et que tu rencontres quelqu'un pour la première fois
est-ce que c'est vraiment l'endroit où il faut parler d'argent? Ou plutôt un endroit où tu dois rigoler, parler de tes passions ou ce que t'as fait dans le week-end? Enfin, j'en sais rien, des trucs beaucoup plus intéressants. Au final, j'ai l'impression que toutes mes soirées ici, ça se transforme en événement de networking. Mais les gars, trop de networking tue le networking à un moment. Stop, s'il vous plaît.